Alors moi je sors d'une famille athée, hein, Rémi, j'ai aucune formation religieuse, c'est famille purement intellectuelle, journaliste, écrivain, tout ça. Et c'est, sans le vouloir, du coup, mon doigt, mon index gauche a été littéralement happé dans le logement de l'ampoule. Et donc du coup j'ai été collée irrémédiablement, instantanément à ce lampadaire. J'ai entendu un énorme boum dans ma poitrine qui a résonné jusque dans ma tête. Ça, c'était l'électricité qui était en train d'exploser mon cœur. Mais tout de suite, je suis sortie de mon corps. Tout de suite, je me suis retrouvée hors de mon corps. J'ai même pas eu le temps vraiment de me souvenir de l'horreur de la douleur. Bon, à ce moment-là, tu te dis je suis morte. Ce qui m'a frappée en premier, c'est le fait que je n'avais aucune émotion négative. Pas de haine, pas de colère, pas de peur, pas d'anxiété, pas de rien. Tout ça avait disparu. J'étais tout de suite dans un apaisement profond et une paix profonde. Et le guide me dit, bon, est-ce que tu es prête à partir? Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de jugement. C'est ça qui est très émouvant de l'autre côté. Il n'y a pas de jugement, il y a nous. Nous jugeons très fortement. La question que je me pose, c'est quoi la finalité? Tu vois, pourquoi est-ce qu'on est là? C'est... Je sais que c'est pénible quand les créateurs demandent de s'abonner, mais depuis que j'ai commencé à le faire, la chaîne a commencé à grandir 10 fois plus vite. Si tu ne t'abonnes pas, YouTube ne te montrera probablement pas le prochain épisode. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc abonne-toi. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission aujourd'hui Vavina Cherinsky. Vavina, merci beaucoup d'être avec nous Bonjour aujourd'hui. Rémi, bonjour, merci de me recevoir. Alors si ça te va, j'aime bien revenir un petit peu en arrière et te demander à quoi ressemblait ta vie avant ton expérience de mort imminente. Bah, ma vie avant, moi la première expérience que j'ai eue, parce que j'en ai eu 3, la première que j'ai eue, j'avais 14 ans, donc ma vie était celle, d'une enfant et d'une ado, assez, entre parenthèses classique. Bon, enfin classique, non, pas très classique parce que j'avais déjà eu quelques alertes qui montraient que j'allais devenir certainement quelqu'un d'un peu particulier. Mais comme de faire par exemple, à 4 ans, une crise à ma nounou, en plein Paris, parce que, je reconnaissais une femme de l'autre côté du trottoir qui ressemblait pas du tout à ma mère de cette vie-là, mais pas du tout, du tout, et que je hurlais, «Mais c'est maman, laisse-moi aller retrouver maman», et que je l'ai tabassée la pauvre, parce que je voulais retrouver cette femme, et parce qu'en fait, j'ai découvert des années après, des hypnoses et des recherches, que c'était une femme qui ressemblait terriblement à la mère que j'avais eue dans une autre vie au XIIIe siècle. Et donc du coup, ça a été très compliqué. La nounou ne comprenait pas ce qui m'arrivait, donc il y avait déjà quand même des signes avant-coureurs. Donc voilà. Donc avant, il y avait des petits trucs qui commençaient déjà à sentir que je serais un peu particulière. J'avais à 9 ans été repérée par un proche du Dalaï Lama aussi, pareil, dans un moment improbable où j'aurais pas dû du tout le rencontrer. Il m'a fait des révélations sur ce que serait ma vie et sur, qui j'étais, et avec, une phrase tout à fait simple et rapide, il a extrêmement bien raconté ce qui allait m'arriver. Et comment est-ce que tu avais fait sens de toutes ces infos à l'époque? Parce que tu étais du coup très jeune. Est-ce que tu as fait attention? Est-ce que ça t'est passé un peu au-dessus de la tête? Bah, pour moi, c'était naturel, tu sais, Rémi, je voyais pas de différence, c'est les adultes qui voyaient ça d'une façon un peu, tu vois, un peu étrange. Donc je crois que dès que j'ai su parler, j'ai dit à ma mère: «Tu sais, moi, je suis passée à côté du chaudron de l'oubli». Elle m'a dit: «Qu'est-ce que c'est le chaudron de l'oubli?» Bah, je lui ai dit: «Tu sais, c'est quand je suis dans ton ventre et puis avant d'être dans ton ventre», et donc je me souviens d'avant. Déjà, ça commençait bien, et puis après, j'ai eu l'histoire donc avec la nounou, avec la femme dans la rue que j'ai reconnue alors que c'était pas ma mère, mais pour moi, c'était ma mère. Après, j'ai eu à 9 ans, cette rencontre avec ce proche du Dalaï Lama, donc il m'a dit que j'étais une très vieille âme, que j'étais très fatiguée et que c'était ma dernière vie. Et c'est la première fois de ma vie que dans ma tête, je me suis dit: «Tiens, pour la première fois, on me voit vraiment telle que je suis». À 14 ans, j'ai eu ma première expérience de mort imminente, à 15 la deuxième, à 16 la troisième. Bon, bah, tu imagines bien que le parcours, 3 années intenses. voilà, donc le parcours, il est assez rock'n'roll déjà à la base, hein, voilà. Bah, écoute, je veux bien que tu nous replonges justement dans peut-être une de tes expériences de mort imminente, celle qui pour toi a été la plus impactante. Ben, ce qui est pratique, c'est que, celle de 14 ans est la plus impactante, que celle de 15 est assez rapide et que celle de 16 est aussi extrêmement rapide, mais qu'elles ont toutes les 3, sont, on va dire, sont liées, puisque la première, elle a, on va dire, vraiment ouvert les dossiers, ouvert les potentiels, ouvert les possibles, et puis par contre, celles de 15 ans et de 16 ans, elles ont entériné, la potentialité que ce que j'ai vu, soit réel, en fait, soit une réalité en tout cas, une réalité auquel nous n'avons pas accès quand nous sommes ici incarnés dans nos corps. Et donc la première, elle s'est passée quand j'avais 14 ans.
Nous étions dans notre maison de famille, à la campagne et puis c'était le soir, je crois qu'il devait être à peu près 11 heures, un truc comme ça, 11 heures, 11 heures et demie. On était à l'étage et ma grand-mère, j'étais avec mon frère et ma grand-mère et ma grand-mère a dit: «Oh bah, je descendrais bien au rez-de-chaussée à la cuisine pour me faire un café». Elle était adepte du café n'importe quelle heure, ma grand-mère, donc j'ai dit: «OK, on descend». C'était l'été. Quand j'étais petite, j'étais un peu une sauvageonne, j'aimais bien toujours cavaler pieds nus. Donc là, ce soir-là, j'ai pas dérogé à la règle et quand nous sommes descendus et normalement, dans le hall d'entrée de cette grande maison, il y avait un lampadaire en fer forgé qui était allumé pour nous éclairer et ce soir-là, eh bien, il était éteint et donc du coup, je suis une famille un peu traditionnelle, on va dire, même très traditionnelle, c'est-à-dire qu'à l'époque, les enfants étaient au service des adultes. Donc ma grand-mère étant plus âgée, je lui ai dit: «Ne bouge pas, je vais aller m'en occuper, je vais voir ce qui marche pas». Et dans la semi-obscurité, je me suis penchée, sous le lampadaire, enfin sous l'abat-jour du lampadaire. Je ne voyais pas grand-chose. J'ai mis mes doigts de ma main droite et mon doigt, je dis des bêtises, je crois que c'est oui non, pardon, de ma main gauche, j'oublie que je suis gauchère, donc ça commence bien. Donc j'ai glissé sans le vouloir, du coup mon doigt, mon index gauche a été littéralement happé, dans le logement de l'ampoule et je n'ai pas pu résister et comme j'étais pieds nus et bien évidemment tout de suite, l'électricité est rentrée à l'intérieur de mon corps, mais alors, direct parce qu'en fait le lampadaire n'était pas débranché. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'ampoule, mais il était toujours branché et la poire était allumée. Donc ça, c'était la bonne idée de la personne qui avait retiré l'ampoule et donc du coup, j'ai été collée, irrémédiablement, instantanément à ce lampadaire. J'ai entendu un énorme boum dans ma poitrine qui a résonné jusque dans ma tête. Ça, c'était l'électricité qui était en train d'exploser mon cœur. C'est comme quand tu choques quelqu'un et je me suis mise à hurler évidemment comme dans un film d'horreur parce que j'avais l'électricité qui me passait en circuit fermé puisque ça passait par les pieds et ça repartait dans le lampadaire en fer forgé qui était collé au sol. C'était du carrelage l'entrée et l'entrée était assez humide donc tout ça, ça a fait, circuit fermé donc ça ne s'arrêtait pas. Mais tout de suite, je suis sortie de mon corps. Tout de suite, je me suis retrouvée hors de mon corps dès qu'il y a eu le boom, en fait. J'ai même pas eu le temps vraiment de me souvenir de l'horreur de la douleur. Mais par contre, ce qui était assez frappant, c'est que même en sortant de mon corps continuait d'avoir les apparences de la vie. C'est-à-dire qu'il continuait à hurler. Donc, mais moi, sur le moment, la première chose qui m'a frappée, et je m'en souviens comme si c'était hier, c'est incroyable parce que bah, j'ai 52 ans, j'en avais 14, donc tu vois, ça va commencer à faire un sacré bout de temps. Mais je me souviens que ce qui m'a frappée en premier, c'est le fait que je n'avais aucune émotion négative. Pas de haine, pas de colère, pas de peur, pas d'anxiété, pas de rien. Tout ça avait disparu. J'étais tout de suite dans un apaisement, profond et une paix profonde et hem et surtout, Et est-ce que tu étais dans une compréhension de ce qui se passait à ce moment-là? non, j'étais dans l Ou c'est un peu ou c'est il y a pas tellement de compréhension, il y a pas de curiosité non plus, mais non, il y a pas de peur non plus? non, il Enfin, y a rien, c'est tu vis le moment présent, tu te poses pas de questions, tu vois? Juste dis, c'était ça quand même ma surprise, c'était de dire: «Tiens, il y a une différence entre l'état quand j'étais dans mon corps et là, maintenant que je suis, quoi?» Je ne sais pas parce qu'il y a pas de corps et surtout, ce qui m'a frappée, c'est que, très rapidement, je me suis rendu compte que je voyais à 360°. C'est-à-dire que je pouvais voir tout ce qui se passait autour de moi. Mes yeux, ma tête, tout ça, ça n'avait plus de sens. J'avais l'impression d'être une brume ou je sais pas quoi, enfin quelque chose qui était, oui, comme un brouillard condensé quoi, mais qui avait la capacité de voir, tout en même temps. Et puis, je me suis retournée, j'ai vu ma grand-mère qui essayait désespérément de me décrocher du lampadaire et je me suis rendu compte que il y avait comme une brume justement, rose, autour de ma grand-mère avec des flashs rouges dedans. Étonnamment, je pouvais ressentir à quoi correspondait au niveau émotionnel, ces couleurs. C'est-à-dire que le rose, je ressentais de l'amour, l'amour de ma grand-mère qu'elle avait pour, moi, pour nous, pour en général et les flashs rouges par contre, c'était son inquiétude, c'était, la panique à bord. Et donc j'ai voulu lui parler, j'ai voulu communiquer avec elle, mais elle était obsédée que par mon corps dont moi je n'avais que faire, vraiment, m'intéressait pas du tout et j'ai pas réussi à communiquer avec elle. Donc c'était intéressant parce que du coup je me suis retrouvée un peu, bah, du côté des fantômes quoi. C'est-à-dire que, on les voit pas, on les entend pas, mais ils essayent de communiquer avec nous. Voilà, donc comme sont les défunts. et à ce moment-là, quand tu dis que tu la vois, est-ce que tu la vois comme, comme je te vois?
enfin, il y a un côté vraiment très réel et physique à ce que tu vois? Ou c'est un peu plus éthéré, un peu plus comme si, je sais pas, comme si c'était un rêve ou comment est-ce que toi tu le vivais à ce moment-là? Ah ouais, vous me faites tous le coup du rêve. Je suis habituée maintenant, hein, depuis, 30 ans que je témoigne. Il y a toujours cette, cette, cette histoire du rêve qui sort. Mais c'est normal, hein, je suis habituée, donc je peux comprendre. Je peux tout à fait comprendre qu'on puisse se poser la question. Non, tu sais, Rémi, ce qui était très intéressant, c'est que hors du corps, étonnamment, non, je vais t'expliquer plutôt dans ce sens-là. Imagine que là, dans ton corps, dans notre corps, en fait, tu es myope. En fait, tu vois mal. C'est toi qui es dans le brouillard actuellement. Quand tu sors du corps, tu vois tellement précisément. C'est-à-dire que tu peux voir l'infiniment petit, l'infiniment grand, et tout est d'une clarté. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que la réalité d'incarnation, c'est-à-dire la réalité dans laquelle nous sommes dans nos corps, elle était comme, c'était présent. Mais surtout, c'était comme à la fois un film dans lequel j'étais. Tu vois, comme une réalité 3D. Les gens me voient pas. Moi, je suis un personnage virtuel qui rentre dans un monde 3D et tout est au ralenti. Nous, quand on est incarné, on est hyper au ralenti. Alors que de l'autre côté, quand on sort du corps, c'est tac, 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 instantané. Tu vois? Donc non, ça n'avait absolument rien à voir avec un rêve. D'ailleurs, c'est bien ça le problème, c'est que quand on réintègre son corps, on a l'impression de redevenir une taupe, on a l'impression de revenir sourd, aveugle et peut-être même muet, puisqu'on n'arrive même plus à communiquer par les émotions, puisque de l'autre côté, on communique par la transmission de pensée et la transmission d'émotions. Donc, pour continuer l'expérience, très, très vite, une fois que j'ai compris que ma grand-mère, eh ben, elle me voyait pas, elle m'entendait pas et basta, heu, je voulais la rassurer, en fait, tout simplement, lui dire que j'allais bien. Mais elle était obsédée par mon corps et hem Et et là, à ce moment-là, tu te dis: «Je suis morte» ou tu te dis, qu'est-ce que tu te dis? ah non, pas du tout, je me sens pas morte du tout, absolument pas. Mais je te dis, je me pose aucune question, tout est naturel, tout est normal, tu vois? Il y a pas de OK. surprise, non. Mais je sens par contre tout de suite, comme je te dis, si tu veux, j'ai pas besoin de me tourner. Et par contre, c'est ma conscience, c'est mon intérêt qui se tourne. C'est pour ça que je vois à 360 degrés. Donc quand mon intérêt est tourné vers ma grand-mère, ben, je vois par là. Et quand mon intérêt est tourné vers autre chose, ben, je me mets à me concentrer et je vois clairement par là. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est comme une boule à facettes qui peut voir de toutes les façons. Et je vois, en fait, je sens une présence et je vois apparaître un être de lumière qui, donc moi à l'époque, qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais faire, 1 m 20, 1 m 30. J'avais une maladie, j'ai une maladie génétique, je grandissais pas beaucoup, j'étais assez petite parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà fait l'observation en disant: «Ah bah, ça m'étonnerait qu'à 14 ans elle fasse déjà», mais qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que quelqu'un était là? Est-ce que quelqu'un a suivi mon enfance? Non. Donc je répète que j'étais un nain de jardin. Donc l'être, le guide qui est apparu, qui était rose fuchsia lumineux et qui était très grand. Il me semblait presque. Aujourd'hui, je fais 1 m 61, c'est un peu comme s'il faisait 2 m 50 à côté de moi. Et il était extrêmement bienveillant tout de suite. Il m'a demandé presque de, il m'a fait sentir que je devais tourner mon intérêt vers lui. Et c'est drôle parce que je n'ai pas eu l'histoire du tunnel, la lumière, tout ça. Je suis restée sur le lieu du crime, vraiment, comme je peux dire. Et en fait, on s'est juste un peu avancé vers le fond du hall d'entrée de la maison, donc vers la sortie. On s'est arrêté. Donc lui, il était à ma droite. Derrière, il y avait la scène du lampadaire avec mon corps qui continuait de trembler et de hurler, ma grand-mère en panique essayant de faire quelque chose et le guide m'a envoyé donc une pensée. Environnement, détente, en fait. Ah bah, que total, alors moi, c'était Cadre détente, relax, pour c'est avoir une ça, bonne petite conversation c'est au bord ça. de la fenêtre. On est en train de se chiller tranquillement parce que moi je vais bien, tu vois? Je suis connectée au guide, il me fait sentir, enfin l'être de lumière, il me fait sentir bien. Tout de suite, je sens beaucoup d'amour inconditionnel. Alors, définir l'amour inconditionnel, c'est très compliqué parce que comment on peut déterminer que c'était de l'amour inconditionnel? Bah, parce que quand on est dans notre corps, on ressent de l'amour, mais c'est souvent un amour qui souffre. C'est souvent accompagné d'un peu de douleur, d'un peu de, il y a jamais cette espèce de, tu vois? Ça te saisit en entier, quoi. Il y a pas une seule once de ton être qui n'est pas empli d'amour, quoi. Donc là, on était dans cet état-là, sauf qu'au lieu que ton corps soit genre en extase, non, parce que ton corps supporte pas l'intensité. Moi, c'était tout à fait naturel et ça se vivait très bien. Et puis, l'être de lumière m'a demandé de porter mon intérêt un peu plus vers le haut, devant moi. Et est apparu dans l'espace qui flottait, donc là, dans le hall, un écran. Alors c'est 87, hein, donc les écrans plats, ça n'existait pas, mais ça ressemblait à vraiment un écran plat, dont les bords étaient un peu brumeux, je me souviens, et c'était rectangulaire.
Et puis dessus, sont apparus, les modestes actes de ma courte vie, du moment où j'ai eu l'accident jusqu'à ma naissance. C'est-à-dire qu'on remontait, on faisait un rewind. Et certains moments, il y avait des arrêts sur image et ce qui était assez incroyable, tu vois Rémi, c'est que je pouvais ressentir les émotions des personnes que j'avais en interaction ou que j'avais eu en interaction dans ma vie. Donc ça veut dire que mes actes, je savais quel impact ils avaient eu sur les personnes que j'avais eues en face de moi. Et ça, c'était assez difficile parce qu'il y a eu des moments où il y avait des arrêts sur image et le guide m'expliquait du coup que c'était des moments importants de ma vie où je passais comme un examen et que certains, je les avais pas trop mal réussis, puis alors d'autres, c'était la cata, tu vois. Et donc j'étais hyper déçue parce que tout était mesuré à l'aune de l'amour. Est-ce que j'avais expérimenté l'amour? Est-ce que j'avais été assez dans l'amour? Est-ce que blablabla, blablabla. Que l'amour. Pas le fric, pas le pouvoir, pas faire une famille, rien. Que l'amour. C'était que ça. Et, et c'était assez intéressant parce que je sentais surtout, ce qui était impressionnant, c'est que j'avais pas du tout ma conscience d'une enfant de 14 ans. J'avais une conscience d'une personne beaucoup plus âgée, beaucoup plus âgée. Une conscience très profonde. Et la personne qui me jugeait le plus, c'était moi-même. C'est-à-dire que c'est moi qui étais la plus dure avec le jugement. J'étais extrêmement déçue par mes actes. L'être de lumière ne m'a absolument pas jugée. Il m'accompagnait dans la bienveillance parce qu'il me faisait confiance pour prendre conscience de ce que je faisais, de mes actes justement. Et puis quand le film en fait de ma vie s'est arrêté, donc tout pendant ce temps-là, ça continuait derrière moi, hein. Il y a mon frère, hein, je voyais descendre mon frère de l'étage qui avait dû entendre le hurlement et qui descendait au ralenti, je me souviens, en slip. Donc c'était assez amusant. Euh, je me fichais complètement de ce qui se passait derrière moi. Et le guide me dit, bon, est-ce que tu es prête à partir? Et puis j'ai regardé l'écran où il y avait rien et je me suis dit, 14 ans, c'est un peu jeune quand même pour partir. Et là, j'avais conscience que c'était mourir. Tu vois, là, oui, là, je l'ai eu la conscience. Et j'ai dit OK. C'est vraiment le mot que j'ai dit. J'ai dit OK. Et il a reçu donc le message parce qu'on communiquait par la pensée. Et c'est comme si j'avais la sensation qu'on décollait du lieu de la scène et qu'il m'enrobait presque. Tu vois, comme si on commençait à faire qu'un tous les deux. Et à ce moment-là, j'ai eu la sensation qu'au niveau de la fontanelle, donc à cet endroit-là, j'avais pas de corps. J'ai eu la sensation qu'à cet endroit-là, ça s'ouvrait et c'est comme si je recevais une douche et que d'un coup, mon esprit était d'une clarté, mais encore plus claire que quand je suis sortie du corps la première fois. Et j'ai récupéré tout ce qu'on peut appeler la mémoire d'âme. C'est comme je dis souvent, c'est un zip parce que c'est de l'information ultra condensée. Donc que mes parents c'était pas mes parents, mais que c'était des âmes qui s'incarnaient pour jouer le rôle de mes parents dans cette vie-là. Que moi j'avais pas 14 ans, que j'avais eu plein d'autres vies. D'ailleurs, il y a des vies qui sont revenues sans que je les conscientise, mais tout pareil, tout collé ensemble. À quoi servait d'être incarné? Enfin, des tonnes d'informations, certaines que je pouvais conscientiser tout de suite et certaines que je ne conscientisais pas du tout, qui s'inscrivaient. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est que tout de suite, il y a une reconnexion à quelque chose. Alors moi, je sors d'une famille athée, hein, Rémi. J'ai aucune formation religieuse. C'est famille purement intellectuelle, journaliste, écrivain, tout ça. Athée à fond. Même mon père est anticlérical à fond. Enfin, tous ces trucs-là, on n'en avait pas. Donc du coup, j'ai fait une expérience neutre de toute imprégnation religieuse. Mais je me souviens que la première chose qui m'a frappée, c'est que à travers l'être de lumière, je me suis ressentie à nouveau connectée à quelque chose que j'appelle le grand tout maintenant, et qui est une énergie qui contient en elle tout. C'est-à-dire tous les savoirs, toutes les connaissances, tout. Elle sait tout sur tout, elle est tout, et je fais partie de ce tout. Une petite cellule qui fait partie de ce grand tout. Mais juste au même moment où je commence à récupérer ça, bah alors pas de bol, mon frère et ma grand-mère ont réussi à décoller mon corps du lampadaire. Donc eux, ils sont toujours au ralenti, hein, tu vois, ils parlent vachement. Mmh. Alors que moi, j'ai eu le temps de faire tout ça avec le guide. Et en fait, mon corps était encore viable, du coup. Et d'ailleurs, quand tu dis: «J'ai eu le temps de faire tout ça», est-ce que tu avais l'impression que c'était beaucoup d'informations à digérer, tu vois? Comme si on te balançait beaucoup en un coup? Ou est-ce que ça s'est fait de manière, relativement fluide et c'est juste tu te reconnectais à quelque chose que tu étais C'est ça, et ça s'est fait vraiment, c'est ça. C'est vraiment une reconnexion. OK. Bon, le coup de la douche là, le coup de la douche d'information d'un coup, c'est vraiment comme quelqu'un qui est amnésique, tu vois, Rémi, et qui d'un coup se souvient de tout. Donc tu as un tout petit moment de décalage, tout petit moment, mais c'est très, très, très rapide et tout de suite après tu te reconnectes et tout est normal. Tout au contraire et c'est un peu comme si tu prenais, c'est un peu comme si tu prenais une douche et que tu te réveillais, que tu étais propre, tu vois? Ça fait un peu cet effet-là. Voilà. Hem Mmh. et puis, bah, donc du coup mon corps est viable.
il fait un effet d'aspirateur. C'est-à-dire qu'il aspire, mon être, mon âme, enfin comme on veut l'appeler et donc je suis arrachée à l'être de lumière et je rentre à l'intérieur de mon corps, mais je suis mal encastrée. Je me souviens très bien, c'était une sensation assez étrange puisque, je rentre par la fontanelle, donc par là, mais je me retrouve avec ma tête d'âme, d'être, de lumière ou de ce qu'on veut, enfin bon bref, enfin le truc quoi qu'on ait, brumeux de l'autre côté et en fait la tête, Mmh. est au-dessus de ma tête, physique et donc je suis aveugle. Rentre pas. Il Non, fallait quelqu'un pour appuyer dessus. c'est ça, il aurait fallu un peu, et bah, ce qui se passe, c'est que sur le moment, je suis aveugle et je sens par contre les mains de mon frère et de ma grand-mère qui essayent de me relever, qui essayent de me secouer, qui essayent de faire que voilà et leurs mains sur mon corps me donnent la sensation d'être des mains de cadavre. C'est-à-dire qu'elles sont froides, elles sont dures et elles sont humides et c'est horrible comme sensation, mais horrible. Et ce qui fait que je leur dis, parce que je leur dis: «Non, non, mais ça va», je me rem et mon frère me dit: «Mais non, ça va pas». Hem et moi, je garde en fait à l'intérieur la sensation de bien-être que j'avais hors du corps. Je ne sens absolument pas le doigt qui est brûlé quand même au 3e degré, donc j'ai quand même une merguez bien cuite au bout du doigt, au bout de la main, tu vois? Donc c'est assez violent. J'ai certainement eu un énorme choc cardiaque. Dieu sait ce qui m'est arrivé à mes neurones, parce que l'électricité, elle est quand même passée un sacré bout de temps dans un petit corps d'enfant, d'ado, ça fait quand même quelque chose. Bon et au bout d'un moment, je me réencastre, donc je reprends la vue. On me redresse sur mes pattes, on va dire, un peu branlantes et puis mon frère va chercher, je me souviens, un grand verre de whisky. Il en verse un qui me met, à me faire boire et puis, comme ça, c'est réglé et puis il en met un autre dans lequel il trempe mon doigt cramé. Puis ensuite, ils prennent un bout de torchon, ils enroulent mon Je sais doigt pas si c'est dedans. une très bonne idée ça. Non, c'est pas une bonne idée, je te Ouais. le dis. Mais à minuit, en 87, en pleine campagne, il y avait pas de médecin. SOS médecins On fait avec ce sensiblement qu'on a. n'existait pas. Donc on a fait avec les moyens du Ouais. bord. Pourtant, il devait y avoir les pompiers, le SAMU, ça devait déjà exister à l'époque, mais non. Ils n'y ont pas pensé et donc ils m'ont envoyé me coucher comme ça. Voilà. Bon, première expérience. Et à ce moment-là, tu leur avais expliqué ce qui t'était Non, arrivé surtout pas. ou Ah non. est-ce que tu t'en es rappelé? Comment est-ce que tu es Rappeler? revenu? Ah quel cauchemar et rappeler, mais si tu veux, j'aurais dû normalement, en réintégrant mon corps, j'aurais dû être à nouveau amnésique. Sauf que là, j'étais pas du tout amnésique, je me souvenais de tout. Je me souvenais de tout ce qu'on m'avait redonné. Tu te rends compte? Donc tout d'un coup, conscience que ma grand-mère n'est pas ma grand-mère, que c'est une âme qui s'incarne, mon frère, tout ça et surtout la sensation qu'il faut que je me taise tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Par contre, ce qui est assez compliqué lors de la nuit qui suit l'accident, je me souviens qu'on m'a fait dormir avec ma grand-mère pour être tranquille, pour être sûr qu'il m'arrive rien et elle dormait du sommeil du juste. En plus, ma grand-mère, elle me faisait rire parce qu'elle ronflait, donc je te dis pas, elle allait très bien ma grand-mère. Mais moi, ce qui était affreux, c'était que je me réveillais tout dès que je me réendormais, j'étais épuisée, dès que je me réendormais, je me réveillais parce que j'entendais le hurlement de mon corps dans ma tête. Et donc ça, je m'en souviens que ça a été hyper anxiogène. Le lendemain, on m'a quand même envoyé chez le médecin. Le médecin pas plus paniqué que ça, pas d'examen, pas rien à foutre. Allez, une petite poupée, un petit antitétanique, blablabla, et c'est parti en avant Guingamp. En plus, ma grand-mère, elle m'avait coupé le doigt parce qu'elle m'avait arraché le doigt. Elle avait eu, du bol parce qu'elle avait des semelles en crêpe, mais elle avait pris ma main et elle m'avait arraché la main d'un coup du lampadaire pour, me sauver. Voilà. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que les jours d'après, moi, l'expérience, elle était là, elle était vivante. Tu vois? J'étais transformée d'un coup, quoi. J'étais plus la même. Mais ce dont je me souvenais, c'était du côté minable que j'avais de ne pas avoir du tout, expérimenté, donné, exprimé, montré, partagé l'amour. Donc, et je parle pas d'amour physique, je parle d'amour proprement émotionnel. C'est ça c'est ça qu'on demande, hein. C'est pas, parce que je voudrais pas qu'on méprenne mes termes, surtout en ce moment où c'est un peu compliqué. Hem, C'était vraiment l'amour émotionnel, sentimental, la compassion, la compréhension, tout ce qui caractéristique l'amour émotionnel. Donc, Et du coup, tu étais retourné dans ton corps même si il t'avait demandé et t'avait dit: «Non, je suis bien, on peut partir». bah, oui, parce Donc c'est pas que tellement toi qui as décidé de retourner, en rien. fait, Tu si vois je comprends tu bien? tu vois Rémi, c'est ça le truc, c'est que là, le retour, bah, moi je l'ai pas décidé, ça a été fait automatiquement et ça, tu vois, c'est une très bonne, une très bonne question quelque part que tu soulèves parce que c'est quelque chose qui va me hanter pendant presque plus de 25 ans. C'est-à-dire de dire: «Pourquoi est-ce que je suis revenue puisque je devais partir? Je ne devais pas être là.
Et puis surtout, ce qui est terrible, c'est que quand j'ai eu 15 ans, j'ai été très malade et le guide, enfin l'être de lumière qui était venu à mes 14 ans pour me chercher, il est revenu au pied de mon lit pour venir me chercher une nuit où j'étais en train de mais je pense que j'étais, pour moi, en train de tomber dans un espèce de coma. J'avais une fièvre de cheval monumentale. J'étais en grande souffrance. Le guide est venu au pied de mon lit et comme en sortant de mon corps, j'ai noté malheureusement, je me suis concentrée sur l'obscurité qu'il y avait autour, j'ai eu peur, je suis retombée dans mon corps. Mais le guide m'a dit, je me souviens très bien, il m'a dit: «Tu sais, tu pars quand tu veux. Tu peux partir quand tu veux». C'est-à-dire que ça voulait dire si à un moment dans ta vie, tu es en trop grande souffrance, tu OK, pars quand m'en tu veux. dis pas plus, ciao. C'est ça. Donc c'est intéressant. La troisième expérience que j'ai faite à 16 ans, donc l'année d'après, qui est, suite à un bizutage qui a mal tourné dans une nouvelle école où j'étais rentrée, là, j'ai pas eu l'être de lumière. Très mal tourné. Ah oui, très, très mal tourné, mais je savais que ça allait très certainement très mal tourner, mais je m'en foutais, tu vois? J'avais évidemment, j'avais une conscience qui était un peu différente de celle des jeunes de j'ai pas eu du coup de crise d'adolescence. J'ai développé un syndrome de Zorro. Je me suis mise à voir, l'aura des plantes et des arbres, je ressentais tout, les gens, enfin ça pour le coup, tout ce qui est capacité, ce que les gens appellent des capacités médiumniques, là pour le coup, si quand j'étais enfant, il semblait que j'en ai quelques-unes, alors là, je te dis pas, ça avait explosé quoi, explosé. C'est vrai que tu pas la première qui mentionne le fait que justement tu as ces capacités extrasensorielles qui se réveillent après une expérience de mort imminente. Je serais curieux d'avoir ta perspective sur pourquoi? C'est quoi le lien entre les 2? Bah, le lien entre les 2, moi je me souviens, c'est je vais te répondre par à travers une réponse que m'a fait un rebouteux en Corse, qui est un monsieur extraordinaire, qui est un ancien para. Donc un ancien militaire, pas très facile, mais c'est une célébrité chez nous, en tout cas parce que c'est un monsieur très entier et c'est un merveilleux soignant. Et je me souviens qu'un jour, je lui ai amené quelqu'un à soigner justement et en me serrant la main, il me dit: «Tu pas fatiguée là? Ta couscoussière, elle tourne tout le temps?» Il me dit: «Tu eu un accident toi?» Et je lui dis: «Bah oui, quand j'avais 14 ans». Il me dit: «Bah oui, bah du coup, t'as la radio allumée, nuit et jour». Et en fait, il m'explique, il me dit: «Au niveau de la fontanelle, ceux qui oublient, ceux qui sont pas connectés, ils ont comme un lien. C'est-à-dire que notre corps est comme un sac et en haut, c'est fermé. Quand tu as un accident et que tu fais une sortie de corps et que, tu as une EMI et cetera». Alors l'EMI et la sortie de corps, ça peut être 2 choses très différentes parce que ce que tu fais quand tu fais une sortie de corps, tu ramènes pas forcément le syndrome du Saint-Bernard qui veut tout d'un coup se porter, au bien-être des autres. Tu peux faire juste une expérience qui t'ouvre la conscience, mais quand tu fais une EMI, tu reviens avec ce syndrome très profond. C'est-à-dire le syndrome de Zorro, du Saint-Bernard, c'est terrible, c'est quelque chose qui te met en grande souffrance. Mais donc si tu veux, le fait que tu développes ces dons, ça arrive. Il semblerait que quand on ait un accident, un choc, ce lien se brise et donc la connexion de notre être, en fait, est tout le temps connectée avec l'invisible. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous avec cette connexion? Ça serait quand même un peu plus simple si on avait tous, je sais pas si ça serait plus simple ou pas au final, mais pourquoi est-ce qu'on décide d'oublier Est-ce que tu trouves, avant de toi, s'incarner? Rémi, regarde, moi, je dis que tout le monde a des capacités. Tout le monde a la possibilité, en tout cas, d'aller chercher sa connexion avec l'invisible, en tout cas, à travers un travail, avec un accompagnement thérapeutique, à travers tout ce que tu veux, de l'hypnose, de l'ayahuasca, enfin toutes les choses. On a des tonnes de choses de disponibles pour pouvoir sortir de son corps, faire une sortie et faire une prise de conscience. Évidemment, toutes ces choses-là à consommer avec modération. Parce qu'il y a des gens j'ai rencontré des gens qui malheureusement, tombaient dans les extrêmes et avaient tout le temps envie de se barrer de leur corps et donc du coup, bah, ça commence à ressembler à une addiction et c'est pas du tout ce qu'on demande. Donc bon, le problème qu'il y a, c'est que nous devons faire une expérience d'incarnation le plus honnêtement possible. Si tu as ces capacités-là, il y a des gens qui sont pas capables de les gérer. En tout cas, dans leur vie, ils n'incarnent pas un personnage qui est capable de gérer ces capacités-là, tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, il y a souvent des gens, je pense, qui sont passés entre les mailles du filet, qu'on a cru être, schizophrènes, mais qui étaient simplement aussi des gens. Je dis pas que tous les schizophrènes sont médiums. Souvent, il y a peut-être des gens qui ont pensé être schizophrènes, qui entendaient des voix et des trucs et simplement qui captaient des strates. Alors il y en a qui captent des strates sympas, puis d'autres qui captent des strates pas sympas. Mais quand on n'est pas intégré complètement dans son corps, on peut avoir accès à ça. D'ailleurs, toutes les nuits, on sort de notre corps et par ce biais-là, par le biais du rêve, par le biais de la sortie de corps à travers le rêve, on a une connexion avec l'invisible. Donc tout le monde, on l'a tous. Il y a nombre de gens qui disent, «Oh, j'ai fait un rêve trop bizarre, j'ai rêvé qu'un tel, et cetera» et ça l'obsède. J'ai rêvé qu'un tel n'allait pas bien, ça l'obsède, il appelle et pan, comme par hasard, l'autre va pas bien. Ou on pense à une personne et puis comme par hasard, pan, la personne, elle appelle. Donc en fait, on l'a tous ça. Une mère qui a son enfant qui est très malade, préoccupée si elle l'aime, ça arrive, il y a Dieu merci, heureusement, il y a beaucoup de mamans, ou de papas qui sont très aimants.
Ils posent la main sur leur enfant ou sur le front de leur enfant pour voir s'il a pas trop de fièvre, mais en même temps, il émet le vœu que l'enfant guérisse et comme par hasard, la fièvre baisse. Donc on a, beaucoup de manifestations auxquelles on ne prête pas attention, en fait. Mais tout le monde n'est pas capable de gérer une connexion avec l'invisible parce que c'est quelque chose, qui moi je vois, il y a plein de gens qui sont paniqués à l'idée qu'il puisse y avoir des choses invisibles qu'ils ne gèrent pas, du coup, ils ne maîtrisent pas. Et justement, par rapport à ça, je pense que enfin, je serais curieux d'avoir ton point de vue, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à ces sujets-là et peut-être plus en plus de gens qui commencent à percevoir aussi ces mondes subtils, c'est un degré, avec un degré d'importance, qui varie. Qu'est-ce que toi, tu as à recommander justement ou qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui justement se trouvent un peu au début et ont du mal peut-être à gérer ce qu'ils perçoivent ou ce qu'ils commencent à percevoir? Bah, 1re chose que je dirais, c'est, vous prenez pas pour Dieu en 5 minutes déjà et d'une, parce que ce que vous allez percevoir, c'est à travers votre prisme, à travers votre personnalité aussi. Parce qu'il faut savoir qu'on a une personnalité en tant que personne incarnée, mais on a une personnalité aussi en tant qu'âme. C'est-à-dire que notre être intérieur a sa propre personnalité aussi, donc il va connecter à certaines strates et d'autres âmes ne vont pas connecter à certaines autres strates. Il faut quand même avoir cette conscience-là. C'est-à-dire que, ben, c'est un peu dur de dire, hein, il y a pas de c'est moche de dire qu'il y a des grades, mais d'une certaine façon, il y a un peu de ça quand même. Moi, ce que je recommande, c'est de se dire que surtout, si on perçoit des choses, c'est qu'on les perçoit à travers un trou de serrure minuscule. Plus on apprend sur soi, la première chose à connaître pour pouvoir mieux gérer l'invisible et les capacités, c'est d'en savoir le plus possible sur soi. C'est-à-dire comment? Qu'est-ce qu'on est venu foutre sur Terre? Alors, comment tu peux savoir ce que tu es venu faire sur Terre? À travers, par exemple, un thème astrologique bien fait, c'est-à-dire bien ficelé, à travers une hypnose. Tu fais une régression, tu fais accompagner, dans ce cas-là, tu reçois des messages, tu reçois des choses. À travers une expérience d'expansion de conscience, donc avec un vrai chaman, pas, je sais pas quoi, un chaman de chez Jiffy, qui a pris 3 potions et qui, se prend pour Harry Potter. Donc, tu vois, en allant voir des professionnels, des gens qu'on sait être bien, vraiment bien connectés, qui font pas n'importe quoi, après, moi j'aime à dire que si l'univers, s'il est écrit dans ton scénario de vie que tu dois faire ces expériences, que tu dois t'ouvrir à ça, tu le feras et tous les chemins mènent à Rome, c'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que, ce qu'il faut, c'est toujours avoir conscience qu'on est maître de soi. Il y a personne sur terre, tant qu'on a une personne incarnée, cette personne ne peut pas être notre maître, elle ne peut être que notre panneau indicateur sur notre propre chemin. Le seul maître qui existe, c'est nous-mêmes. Personne ne peut être notre maître. Mais justement, ce que tu mentionnes, ça fait penser un peu à la notion de libre arbitre et de destin et Tout à fait. l'équilibre entre les 2. Aussi ton expérience où, tu avais dit: «Non, c'est bon, je peux partir» et puis on dit: «Non, non, tu vas retourner, peut-être que tu avais encore des choses à faire». Et beh, ça pousse un peu la question de justement, est-ce que toi tu crois au destin? Est-ce que tu crois aux missions d'âme justement? Et comment est-ce que le libre arbitre vient s'intégrer là-dedans? Bah, tu vois, le problème, Rémi, c'est que moi, justement, on m'a pas dit, «Non, non, finalement, tu reviens». C'est que c'est les actes qui l'ont fait. Et il y a jamais eu aucune parole qui m'a expliqué qu'en fait, je devais retourner. Comme par exemple, il y a beaucoup de gens qui font des EMI, qui croisent la grand-mère, le grand-père qui est décédé ou le papa ou la maman, qu'ils ont perdu et qui leur dit: «Non, non, c'est pas le moment, il faut que tu retournes». Moi, personne me l'a dit. Donc je suis retournée d'office et il a fallu que je détricote dans ma tête le pourquoi, en fait. Pourquoi j'étais revenue? Est-ce qu'il y avait une raison à ça? Est-ce que c'était normal que je sois revenue? Est-ce que c'était normal que je fasse ces expériences? Est-ce que c'était écrit? Et c'est là où on fait justement, je retourne à ton sujet. Est-ce que c'était prédestiné? Est-ce que cette façon d'expérimenter les EMI et la sortie de corps, c'était prévu comme ça? Est-ce qu'il était vrai que je devais rester en ayant une conscience qui on va dire, s'entr'ouvre, en tout cas, à des choses un peu particulières et pour vivre une vie d'une autre manière, avec un autre ressenti, un autre regard et une autre façon d'agir justement? Certainement. Alors, ce qu'on m'a montré, parce qu'après, figure-toi qu'il y a eu des choses merveilleuses, c'est que j'ai fait beaucoup de rêves et dans les rêves, l'être de lumière qui était venu me chercher revenait et m'enseignait. Je posais des questions dans la journée et la nuit, il revenait dans mes rêves et dans mes rêves, il me redonnait des réponses très concrètes. Et ça m'a donné plein de clés sur plein de sujets qui me posaient problème, justement, et notamment cette histoire de prédestination et de libre arbitre. Il semblerait qu'on ne soit pas tous égaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent expérimenter un certain libre arbitre, plus que les autres, et d'autres qui ont libre arbitre moyen, et d'autres qui n'ont pas de vraiment libre arbitre. Moi, je vois par exemple dans cette vie-là, qui est soi-disant ma dernière, euh, il s'avère que mon libre arbitre est assez limité. C'est-à-dire que j'ai une grande autoroute et on va dire que c'est que pour les tout petits détails, j'ai du libre arbitre, mais pour les grandes lignes, j'en ai pas. J'ai pas voix au chapitre. Donc c'est très difficile des fois parce que chaque fois que j'ai voulu changer des choses ou que j'ai voulu prendre une autre direction ou que je me suis rebellée contre ce que je vivais,
eh bien, en fait, j'ai été dans une impasse. C'est-à-dire que plus rien n'avançait, plus rien n'existait. Donc c'était très long, surtout que je suis une personne très têtue, donc ça a duré très longtemps. Mais il y a des personnes qui doivent vraiment faire l'expérimentation totale du libre arbitre. Donc ils sont libres de choisir à droite, à gauche. Après, il faut qu'ils assument les conséquences de leur choix, évidemment. Est-ce que tu crois que c'est ce paramètre-là de à quel point est-ce qu'on a du libre arbitre ou pas, est-ce que c'est nous qui l'avons décidé à un autre plan ou c'est quelqu'un qui ou quelque chose qui nous l'impose? Non, non. Il m'a pareil, dans les souvenirs qu'on m'a rendus lors de ma première expérience, le fameux zip qui s'est dézippé, pareil, j'ai eu des flashs où je me voyais avec un comme un conseil d'être de lumière, de guide. J'étais comme autour d'une espèce de table un peu arquée comme ça, comme un oui, comme tu sais, comme sur les plans panoramiques, tu sais, quand tu es au haut d'une montagne et qu'on te fait une table panoramique. Bon, bah, moi, j'avais une espèce de Mmh. table panoramique, lumineuse comme ça, bon et on m'avait posé dessus, un peu le programme de cette vie. Bon et les guides, moi j'avais pas envie de redescendre. Je suis honnête, je voulais pas du tout redescendre. Et les guides m'ont dit, «La nouvelle, c'est qu'il faudra que tu redescendes sous la forme d'une femme». Alors j'ai dit: «Ah bah alors ça, alors même pas en rêve, jamais! Allez vous faire voir, à chaque fois que je descends sous la forme d'une femme, c'est massacre, c'est l'horreur, je ne veux pas». Ils m'ont dit: «Bah tu pas le choix parce que c'est ça il faut que tu expérimentes une femme qui va devoir dépasser certaines choses. Ils m'ont pas dit les choses concrètement, mais je l'ai ressenti. C'est-à-dire une femme forte. Donc, qui dit femme forte dit épreuve. Mais j'avais pas compris. J'avais compris femme forte, mais j'ai pas compris épreuve. C'est ça le problème. Mmh. Et donc ils m'ont dit, Ouais, on ne fait pas un dessin, non, détaillé quoi, non. c'est On m'a dit, on te laisse réfléchir. On sait que tu es tu es un être raisonnable et avec une vraie belle conscience, et on sait que tu feras le bon choix. Et donc je me vois pendre au-dessus de mon programme, tu vois, et dire, «Bon, allez, bah, puisqu'il faut y aller, allez, hop, j'y vais. Je me débarrasse de tout ça et puis on y va». Mais c'est vraiment mais je ne parle que en mon nom, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, comme je suis médium et qu'aujourd'hui je fais des guidances pour les gens, il m'arrive de pouvoir connecter, justement le départ de l'âme, le moment où elle dit: «OK, j'y vais». Il y en a qui sont très enthousiastes. Il y en a qui sont très enthousiastes avant de rentrer dans le ventre de leur maman. Il y en a qui sont très enthousiastes pendant qu'ils sont dans le ventre de leur maman. Il y en a qui sont enthousiastes après la naissance et il y en a qui sont enthousiastes avant, pas pendant quand ils sont dans le ventre. Il y en a qui sont enthousiastes jusque dans le ventre et puis il y en a qui sont plus enthousiastes une fois qu'ils ont été accouchés. Voilà, donc on a encore à nouveau plusieurs, il y a un peu façons. de tout. Mmh. Mmh. Et mais du coup, selon toi, toutes les âmes qui sont incarnées aujourd'hui ont choisi de s'incarner aujourd'hui? Non, moi je pense pas, je pense pas que ce soit un choix. Elles font le choix parce qu'elles sont sages. Nos âmes sont sages. Alors Dieu merci, elles sont bien plus sages que nous quand on est incarné, quand on incarne des personnages. Les personnages que nous incarnons sont majoritairement assez foireux, je dirais. Malheureusement, c'est comme ça, on doit expérimenter, ce programme d'être, imparfait, et c'est là toute l'humilité qu'on doit avoir puisque tant qu'on est dans notre corps, nous incarnons un personnage qui est imparfait. Mais dans cette imperfection, il y a quelque chose de très touchant et de très beau, et c'est quelque chose c'est apprendre à aimer cette imperfection. C'est ça aussi l'ultime compassion. Et quand on commence à s'aimer soi-même pour ses imperfections, ça ne veut pas dire se les pardonner ou se dire: «Ah bah tiens, je suis une infecte personne et bah vas-y, je me lâche». Non, c'est pas ça. C'est, c'est vraiment de se dire: «Bon, je sais que je vais faire des erreurs, mais je ne ferai pas d'erreurs volontaires». C'est-à-dire que les erreurs volontaires, je vais me les épargner. Je vais essayer de lutter contre parce que ma nature me pousse à faire ces erreurs, mais je vais essayer de lutter contre. C'est ça le job qu'on a aussi dans cette vie-là. Nous sommes comme des êtres qui devons nous affiner. On doit en fait, si tu veux, Rémi, on rentre dans un personnage assez caricatural. Tu vois, toi, tu rentres dans le personnage de Rémi dans cette vie-là. Moi, je rentre dans le personnage de Vanina. Et Vanina, à l'intérieur, il y a, comme toi, il y a un être qui, à la base, vient de la lumière, qui est fait de lumière, mais qui va s'éteindre un peu, s'endormir un peu à l'intérieur du personnage de Vanina ou à l'intérieur du personnage de Rémi pour laisser exister ce personnage. Mais on sentira quand même qu'il y a une énergie qui passe. Ça vient pas du personnage de Vanina, ça vient de l'âme ou de l'être qui vit à l'intérieur. Et cette âme-là, le but qu'on a, c'est de nous reconnecter avec ce qu'elle est. Et donc d'exister dans la matière en se reconnectant le plus possible, en étant le plus proche de notre première nature, c'est-à-dire être un être spirituel, être un être de lumière, être un être d'amour, d'amour inconditionnel. C'est très difficile. Mais c'est le but qu'on a dans cette vie-là, c'est ça. Donc ensuite, euh, le fait d'être incarné est quelque chose d'extrêmement complexe. Et les âmes qui descendent,
est-ce qu'elles sont d'accord de descendre? Elles finissent toutes par dire: «Bah oui, il faut que je descende». Mais certaines descendent, comme je te l'ai dit, elles se font flouer un peu par elles-mêmes parce qu'elles sont enthousiastes. Mais quand tout d'un coup, elles ressentent à nouveau ce que c'est que d'être enfermées dans un corps, de plus pouvoir être un bébé. Être un bébé, les gens sont là en train de faire aga aga, mais les bébés, c'est pas aga aga. Les premiers mois, les premiers mois, les bébés, ils sont toujours connectés à la lumière, hein, en fait, et ils ressentent, ils vivent, ils ressentent les émotions qui sont autour d'eux. Quand on est dans le ventre de notre mère, on ressent les émotions de la maman, on entend ses pensées, on les reçoit, et aussi de l'entourage de la mère. C'est-à-dire que si par exemple, dans l'entourage, si la mère ou le père ne veulent pas d'un enfant du sexe qui est en train de se fabriquer, ça peut être panique à bord pour l'enfant. Si la mère est en dépression, ne veut pas de l'enfant, l'enfant est au courant. Si l'enfant est issu d'un viol, d'un inceste ou de quoi que ce soit, l'enfant dans le ventre le reçoit et le ressent déjà. Si l'enfant, par contre, est accueilli avec beaucoup d'amour et beaucoup d'impatience, ça va l'aider à se rassurer et du coup, il va se dire, bon, c'est bien. Et l'âme, elle va réussir à s'incarner. Mais il arrive des fois que des âmes, du coup, dans le corps du bébé, ne s'intègrent pas encore complètement dès le début de la vie. Ils préfèrent encore faire des allers-retours. Mais ils sont liés au corps, mais ils ne sont pas dedans complètement. Et est-ce que les on parle beaucoup, enfin moi je suis dans la tranche d'âge où, j'ai des amis qui commencent à avoir des enfants, et une notion qui vient de plus en plus et j'ai l'impression que plus qu'à l'époque, peut-être à cause des réseaux sociaux et cetera, c'est, on parle de mort subite. C'est des enfants qui meurent tout d'un coup, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que tu crois qu'il y a un lien? Que c'est peut-être l'âme? Je sais pas. Est-ce que toi tu vois un lien? Ça peut arriver, mais je ne dis pas que c'est systématique. Pour le coup, tu sais, j'ai beaucoup capté et canalisé justement des enfants décédés. C'est une des choses que je fais, c'est de faire du contact défunt aussi. C'est pas ma spécialité, mais c'est une des choses qui peut intervenir lors des guidances. Il y a beaucoup de défunts qui viennent se manifester. J'ai eu des enfants dans des cas de mort subite. Malheureusement, souvent, c'est un défaut du corps, c'est un défaut de la machine. C'est-à-dire que le corps va avoir en fait un défaut qu'on n'a pas vu à la naissance. Et du coup, l'enfant ne peut pas rester. Donc c'est pas une volonté de l'âme de se barrer du corps d'un nourrisson. Par contre, il peut arriver parfois que l'âme, effectivement, ce qui peut se passer, c'est que l'âme descend et fait faire l'expérience à sa famille d'être un nourrisson de mort subite. Parce que c'est inscrit dans le scénario de la famille qu'il doit vivre cette épreuve et que l'enfant doit vivre quelque chose de rapide. Donc il ne doit pas s'incarner sur la longue durée. Et puis d'autres fois, eh ben, Et pourquoi est-ce qu'une âme ou une famille d'âmes voudrait vivre cette expérience-là, qui a pas l'air très fun? Ben, parce que justement, des fois, tu sais, quand tu perds quelqu'un ou un être qui t'est très cher, si tu es quelqu'un d'extrêmement, terre à terre, si tu regardes, il y a beaucoup, beaucoup de mamans qui ont écrit des livres sur justement le décès de leurs enfants et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'elles se sont tournées vers la spiritualité et même les papas. Souvent, du coup, ils se posent des questions parce que c'est tellement insupportable de se dire que l'enfant est mort et qu'il y a rien d'autre et qu'il n'existe plus. C'est tellement insoutenable que du coup, comme par hasard, ils vont aller chercher des réponses ailleurs et du coup, ça engage leur Ouais, donc ça propre peut servir de développement spirituel. catalyseur Mmh. pour les gens qui sont tout autour. Oui, voilà. Est-ce que tu est-ce que ça arrive que tu disais parfois c'est lié à un défaut de la machine qui est pas tout à fait opérationnel. Est-ce que ça arrive que l'âme arrive, ça fonctionne pas et du coup elle revienne par après et que du Oui, coup en fait l'enfant ou un autre lien c'est les fausses couches. Typiquement absolument. je sais que ma mère a fait une fausse couche avant moi. Est-ce que c'est possible que j'ai fait une tentative, ça a pas fonctionné et du coup ou peut-être je me suis dit: «Ah non c'est pas le bon moment», je repars et puis je reviens un peu plus tard? Absolument, tout à fait, absolument Rémi. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait vérifiable, hein. C'est très facile à vérifier, en captation, en fait. Il suffit de demander et les guides répondent. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais systématiquement presque en séance. Parce qu'en fait, quand je suis en séance et que je connecte, je sens souvent quand une personne a perdu un enfant. Et ça est quelque chose qui me vient. Et souvent, l'enfant, soit l'enfant est de l'autre côté et continue de grandir, mais reste de l'autre côté et dit: «Bah, je vais revenir à travers ton petit-fils ou ta petite-fille. C'est-à-dire que je vais sauter une génération et je reviendrai pas à travers tes enfants, mais à travers ton petit-fils, ta petite-fille, tu vas me reconnaître». Soit au contraire, si la personne est encore apte à avoir un enfant, la personne revient à travers la maman une deuxième fois, en deuxième partie. Tu as parlé quelquefois de guides, typiquement l'être de lumière qui était apparu pendant ta première expérience de mort imminente et qui est réapparu pendant, dans tes rêves. Je serais curieux d'abord, comment est-ce que tu savais que c'était le même? Est-ce que Ils ont une physiquement, signature. il y avait une ressemblance? Est-ce que c'est une s il y a pas est-ce qu'il y a pas vraiment de physique en fait? Est-ce que c'est plus une énergie, lumineuse et qu'il y a une signature énergétique? Comment est-ce que C'est ça, tu les perçois? c'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est une présence qui a une signature énergétique. Tu sais, Rémi, quand par exemple, imaginons, tu es en train de cuisiner, d'accord? Tu as le dos tourné, tu vois, tu es dans la cuisine, tu tournes le dos à la porte d'entrée.
À ce moment-là, il y a, par exemple, j'en sais rien moi, ta maman ou ton papa ou ta fiancée qui rentre, et ben, c'est comme si tu pouvais presque sentir que qui rentre. C'est-à-dire que tu sais déjà même si c'est féminin ou masculin, la personne qui rentre dans la pièce. Et ben c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ces êtres-là, ils ont une signature, ils ont un parfum énergétique. Moi, j'appelle ça le parfum énergétique, et tu les reconnais tout de suite. Chaque être, chaque âme a sa signature énergétique. On n'est pas du tout similaires. Quand on va se refondre dans le grand tout, dans la matrice, dans le grand tout, ce que certaines personnes peuvent appeler Dieu, oui, alors dans ce cas-là, la signature, on s'en fout, on est tous pareils. Mais quand on abaisse notre taux vibratoire et qu'on va dans d'autres strates, on peut avoir une signature très, très personnalisée, ouais. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur justement, ce guide ou ces guides? Qui sont-ils? C'est quoi leur relation à toi? Est-ce que d'autres, moi par exemple, est-ce qu'on a des guides ou est-ce que c'est que quelques personnes, qui ont Non. une équipe de support parce que ce qu'ils sont venus faire, c'est vraiment particulièrement compliqué? Comment est-ce que ça se passe? Non, non, tout le monde a des guides. Alors Dieu merci, parce que sinon ce serait pas sympa, ce serait pas drôle. Justement, on est tous accompagnés par une équipe logistique, tu vois? Ce que j'appelle l'équipe technique. Donc moi je les définis comme des êtres de lumière. Il faut bien pour moi après attention, hein, je veux quand même dire une chose, je le dis à chaque fois dans les émissions, mais c'est très important. Ce que je raconte, c'est par mon prisme, c'est ma propre expérience. Je ne dis pas que c'est la vérité, il faut pas prendre ça au pied de la lettre, et je tiens vraiment à ce que ça se soit dit et entendu. Je n'explique que ce que j'ai pu expérimenter. Donc souvent, j'ai expérimenté en séance le fait qu'il y a les êtres de lumière, donc les guides, qui eux, vibrent dans une certaine strate, c'est-à-dire qu'ils sont à cheval entre la très haute subtilité, donc ce qu'on pourrait qualifier d'être le grand tout, Dieu, le grand Manitou, Pachamama, enfin comme vous l'apprendre, enfin le nommer, on s'en fout. Et puis nous qui sommes au ras du sol, nous qui sommes des espèces de petits rampants là, des vers de terre dans la matière. Et donc ces êtres guides, eux, ils ont la planche du programme, ce dont je te parlais, et ils vérifient que la personne suit bien son programme, quel qu'il soit. Alors, il y a des êtres sensiblement qui descendent avec un guide, d'autres des fois avec 2 guides. La majorité, souvent, je capte 2 guides. Mais quand les gens commencent à avoir des responsabilités, enfin des âmes descendent, s'incarnent et ont des responsabilités autres, c'est-à-dire qu'elles ont leur programme personnel à suivre, plus le fait qu'elles doivent aider les autres d'une manière ou d'une autre, eh bien, en général, elles ont 3 guides. Ça commence à 3. Après, ça peut monter encore plus loin. Souvent, les magnétiseurs, ils ont 3, voire 4. Ça peut aller jusqu'à 5 quand on est vraiment sur quelqu'un qui envoie du bois, parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire passer. Et après, un jour, je me souviens un truc qui m'a fait beaucoup rire. J'avais eu une dame qui avait une vie assez compliquée. On va dire qu'elle n'avait pas une conscience très développée, malheureusement. Je parle même d'une morale très développée. C'était une personne qui n'avait pas de compassion, qui n'avait pas beaucoup d'amour. Et quand elle m'a demandé si elle avait un guide, oui, il y avait un guide, et le guide a dit: «Je suis le guide commis d'office. J'ai abandonné. J'ai Je suis au abandonné. bord, je n'ai pas le choix». Et il m'a dit: «Tout ce que j'essaye de faire, c'est qu'elle ne meure pas. C'est tout ce que je peux faire. Le reste, je dois lui laisser faire ses expériences». J'ai dit: «OK, d'accord, ça c'est une nouvelle». Et puis souvent les guides sont accompagnés d'un renfort par les personnes défuntes qui ont un lien avec la personne. Donc ça peut être le grand-père, la grand-mère, un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, les âmes peut-être parfois des gens. Ce que les gens comprennent pas, c'est qu'ils me disent: «Ah mais j'ai pas connu mon grand-père, j'ai pas connu ma grand-mère, alors ça m'étonnerait qu'il me garde». Ou alors: «Elle était méchante ou il était méchant, ça m'étonnerait qu'il s'occupe de moi». Mais ce qui se passe ici et ce qui se passe de l'autre côté, ce sont 2 choses différentes. Il y a pas si longtemps, j'ai fait une séance où il y avait une personne qui avait perdu justement, sa mère, qui était très méchante dans cette vie-là, et c'est pas systématique, hein, mais là, c'était le cas. Et en fait, la maman avait dit: «Mon Dieu, comme j'ai été triste de devoir jouer le mauvais rôle pour servir de professeur en négatif à ma fille dans cette vie-là, parce que dans l'autre côté, on est 2 âmes, on est comme 2 sœurs, on s'adore». Et elle me montrait que, justement, la descente dans l'incarnation, c'était comme une plongée en apnée où elles se sont regardées en disant: «Allez, 1, 2, 3, courage, on n'oublie pas qu'on s'aime, mais on descend. Je vais avoir le mauvais rôle, tu vas me détester, on va se détester, ça va être formidable». Et c'était ça en fait, et c'est ça qui est terrible, parce qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on est finalement de l'autre côté. On sait ce qu'on est ici, mais on se souvient pas de ce qu'on est de l'autre côté. Donc, des fois, de l'autre côté, on a des liens avec les âmes de notre famille. D'ailleurs, souvent, on se réincarne avec la même famille d'âmes, ça arrive. On joue un peu, on s'échange les rôles. Mais souvent, il arrive que les méchants ne soient pas si méchants que ça de l'autre côté, et les gentils ou les gens avec qui on s'entend, eh bien, en fait, c'est aussi quelque chose qui est écrit parce qu'on a eu des difficultés. Ou par exemple, souvent les couples, je vois souvent que dans les couples, il y a l'un des 2 qui, comment dirais-je?
a une dette envers l'autre. C'est pas une dette parce que c'est moche, mais c'est un peu ça, c'est que par compassion, l'âme dit: «Bon, bah, dans cette vie-là, je vais te donner du temps parce que dans l'autre vie, j'ai pas été là, j'ai pas été présent, je t'ai abandonné, je t'ai pas aimé. Donc dans cette vie-là, je vais te donner du temps, ou je vais te donner des enfants, ou je vais participer à ta vie pour un certain temps, pour que tu répares cette blessure que tu as dès que tu te réincarnes du manque ou de la perte ou de sentiment d'abandon». Là, tu parles de notions qui me font penser un peu au karma, un bagage, qu'on prendrait de vie en vie, notamment avec, notre famille d'âme, avec les gens autour de nous. Je crois qu'il y a encore ce qui est intéressant, c'est que le mot est dans le vernaculaire commun, mais par contre, je crois qu'il y a encore pas mal d'incompréhension autour de ce que c'est que le karma, et il y a quand même fort la notion de jugement. Comment est-ce que toi, tu comprends le karma Il y a pas de aujourd'hui? jugement. C'est ça qui est très émouvant de l'autre côté. Il y a pas de jugement, il y a nous. Nous nous jugeons très fortement. Dès qu'on sort de notre corps, on a une prise de conscience qui va être très difficile. C'est pour ça que faut pas croire que les actes que nous commettons dans cette vie-là sont sans effet. C'est pas parce que je dis que de l'autre côté on n'est pas jugé pour nos actes qu'on ne l'est pas. Parce que nous on se juge. Et j'ai eu des gens malheureusement qui avaient fait des horreurs dans leur vie, à leur famille ou à des proches ou à d'autres personnes même. Ces personnes-là, quand elles sont passées de l'autre côté, elles étaient tellement bouleversées de ce qu'elles avaient fait, parce qu'elles n'avaient pas de conscience, elles n'avaient pas ouvert leur conscience, elles ne s'étaient pas reconnectées à l'amour, que du coup elles étaient incapables de retourner dans une strate de lumière assez haute qui pouvait les libérer. Elles étaient enfermées dans leur personnage pourri. Je me souviens d'un père qui avait violé sa fille, et ce père s'infligeait, de l'autre côté, il était parti dans une strate où il s'infligeait en punition la plus grande angoisse et la plus grande peur de sa fille. Elle avait une phobie et cet homme se laissait dévorer par cette phobie en boucle, en boucle. Donc cette âme était une âme qui n'arrivait pas à s'en sortir du coup, et du coup, il disait bien que il ne demandait pas pardon à sa fille parce que non pas parce qu'il considérait qu'il n'avait pas à être pardonné, c'est qu'il disait je n'ai pas à être pardonné, ce que j'ai fait est impardonnable, donc je ne peux même pas me permettre de lui demander son pardon. C'est déjà trop que lui demander son pardon pour ce que je lui ai fait. Donc dans d'autres cas, il y a des âmes qui au contraire, bon, elles montent tout de suite à la lumière, tu te poses des questions en disant: «Putain, avec tout ce qu'elles ont fait, elles vont direct à la lumière. Waouh, c'est violent, quoi». Mais ça change rien, c'est que quand elles passent de l'autre côté, elles font le bilan. Tout ce que nous faisons comme saloperie, moi je le dis, hein, quand même, hein, faut quand même prendre conscience, hein. On peut pas faire des actes d'égoïsme, abuser de l'autre, quelle que soit sa façon d'abuser. En plus, en ce moment, on peut en parler parce que on a quand même des dirigeants qui abusent bien de nous aussi. Donc, quelle que soit la façon dont on abuse, que ce soit nos proches qui abusent de nous physiquement, psychiquement, matériellement, ou nos dirigeants, l'un ou l'autre, on devra rendre des comptes. On se rendra des comptes à nous-mêmes. Et ceux qui ne croient pas à ça, eh ben, je leur souhaite bon appétit parce que finalement, on y passe tous. Et la plupart des gens qui ont fait des EMI, il y en a beaucoup qui racontent ce genre de choses. Moi-même, je me suis rendu compte que la personne que je crains plus quand je vais passer de l'autre côté à nouveau, c'est moi-même. Parce que je sais qu'il y a des trucs où j'ai pas la conscience tranquille parce que moi je suis une super angoissée depuis les EMI parce que j'ai toujours peur de faire des conneries. J'ai peur j'ai peur de déraper. En plus, j'ai un caractère très entier, j'ai un caractère très flamboyant. Je sais que des fois mes mots, mes façons, mes comportements peuvent heurter les gens, peuvent blesser, mais en même temps, je dois pas trahir ce personnage que je suis, qui est Vanina, qui est quelqu'un de très voilà, très énergétique, très avec une volonté, avec une force, avec une espèce d'entièreté, une espèce de sincérité par rapport à ce qu'elle est. Parce que c'est ça que je dois incarner dans cette vie-là aussi. Donc je dois pas être là à dire oh mes petits enfants, venez tous à moi, amen. Non, c'est pas mon job dans cette vie-là. Je laisse ça à des êtres qui s'incarnent dans la douceur, qui s'incarnent dans ce rôle-là. Et moi, j'ai un autre rôle que je dois respecter, mais je ne dois pas pousser le trait. Donc quand je fais une grave erreur ou qu'on revient vers moi en disant bah là bon là il faut que je continue de travailler, hein, je suis pas arrivée. 3 expériences de mort imminente, la compréhension soi-disant de certaines choses, ça fait pas de moi quelqu'un qui est arrivé, même si c'est ma dernière vie. Je me botte le cul, c'est dur, hein. Bah, j'en chie, hein, j'ai pas d'autres mots. Alors les gens vont dire allez encore vulgaire, bah oui, bah je suis vulgaire, mais il y a pas d'autres mots, c'est difficile. Et plus Ouais. on s'ouvre, plus c'est dur, plus on prend dans la gueule des expériences douloureuses, plus on se rend compte à quel point on est limité. C'est dur de se réveiller, de se rendre compte qu'on est un être hors du corps, un être de lumière, un être libre, un être d'amour, un être lumineux, et de se rendre compte à quel point on est imparfait, sentir on est limité par notre personnalité, par le personnage qu'on incarne. Comment c'est dur d'aller contre
contre justement le scénario de vie qui a été mis en place à travers, par exemple, tu peux faire un portrait numérologique, ça va te donner des indices sur ce qui tu es, ce que tu viens faire dans cette vie-là. Tu peux faire un portrait astrologique, ça va recroiser avec le truc. Tu vas faire une hypnose, tu vas recroiser. Donc tout ça va te donner, et tu vas faire du transgénérationnel. Donc du coup, tu vas savoir qu'est-ce que tu es venu travailler en transgénérationnel, qu'est-ce que tu as pris, qu'est-ce que tu n'as pas pris. Parce que des fois, du transgénérationnel, c'est ce que toi, tu dois vivre, c'est inscrit. Mais des fois, c'est toi qui décides d'être donné un coup de main à l'âme qui va incarner ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ta grand-mère, ton grand-père, etc. Parce que tu es une âme généreuse et que tu es prête à prendre sur les épaules plus que ton grand-père, ta grand-mère qui a patouillé parce que son âme, dans l'incarnation, elle n'y arrive plus. Mmh. Justement par rapport à ça, je crois qu'il y a aujourd'hui le monde va pas très bien, il y a plein de difficultés. Je crois qu'il y a cette difficulté que tu ressens, il y a beaucoup de gens qui la ressentent, parfois sans forcément être réveillés, Ouais. mais il y a beaucoup de gens qui ressentent cette difficulté. Qu'est-ce que toi tu conseilles aux gens autour de toi pour, justement naviguer au mieux cette période un peu, tumultueuse dans laquelle on vit? Je leur conseille justement de faire ce que je viens de dire, c'est d'aller à la découverte de qui ils sont. C'est-à-dire de découvrir pourquoi ils sont venus sur Terre, pourquoi ils sont incarnés, pourquoi ils sont nés dans cette famille, pourquoi ils vivent ce scénario de vie, pourquoi ils vivent ces événements. Parce que maîtriser sa vie, c'est comprendre sa vie, c'est la maîtriser. Et ce que nous devons faire, et ce qui va faire certainement merder nos dirigeants, c'est que nous devons être libres. Libres, c'est le grand mot actuel. Nous devons maîtriser nos vies, nos destins, les maîtres, les gourous, les directeurs, les présidents, les trucs, c'est les gens qui nous disent ce que nous devons être sans que nous réfléchissions, c'est l'antithèse de ce que nous sommes venus accomplir en nous incarnant. Nous devons prendre conscience de qui nous sommes, nous devons libérer notre libre arbitre, et c'est pas pour faire des saloperies, au contraire, c'est justement pour aller de plus en plus vers la bienveillance, vers la conscience et vers quelque chose qui sera une cohabitation morale, morale dans le bon sens du terme, dans le sens où justement on arrête d'avoir des actes arbitraires. Plus on pressurise les gens, plus on les esclavagise, plus ils vont être dans la frustration et plus on va déclencher des actes de violence de tout type. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et comment est-ce que toi tu comprends la peur et comment est-ce que la peur peut aussi impacter les consciences et peut-être nous limiter dans la découverte de qui on est justement réellement? Bah, la pire, c'est la pire chose qui soit justement. La pire, c'est le moteur de beaucoup de choses. C'est le moteur de la violence, c'est le moteur de l'abus, c'est le moteur de plein de trucs. La peur, ça peut faire que quelqu'un accepte d'être abusé parce que la personne a peur. Par exemple, le nombre de femmes que je vois enfermées dans des mariages qu'elles détestent parce que elles ont décidé à un moment de s'occuper des enfants et que du coup les enfants partis, elles n'ont pas de compétences, qu'elles arrivent à plus de la cinquantaine et que c'est pas maintenant qu'elles vont reprendre un job, mais que le mari et elle n'ont plus rien à se dire, mais elle peut pas le quitter parce que elle a plus de toit, elle a plus rien. Et ça, c'est terrible parce que du coup, elles sont dans la peur. Le mari, par exemple, peut commencer à les insulter, à s'énerver, parfois à les battre. Euh, à faire lui sa vie de son côté, parce que lui aussi se sent mal, mais qu'en même temps il sait qu'il ne peut pas la laisser tomber. La peur, ça crée des situations atroces, atroces. Et c'est ça, la peur, c'est ce qui, quand la peur nous dirige, on devient des monstres. C'est ça le pire. Et comment est-ce qu'on peut se libérer justement de cette peur? En faisant ce travail sur nous, en étant dans la conscience. Si on apprend, si on conscientise, si on va chercher la source de notre peur, pourquoi est-ce que j'ai peur de ça? Par exemple, moi, j'ai des tas de peurs. Je suis un être de peur, hein. C'est un réflexe. Notre corps est un animal. Il a son petit programme personnel. Et lui, dans son programme personnel, est inscrit l'expérience de la peur. C'est un instinct de survie. C'est un instinct de survie. Mais il y a des choses qu'on peut vraiment régler. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des peurs auxquelles on peut tordre le cou. C'est d'aller au-devant de sa peur. Par exemple, faire une séance, pourquoi pas, notamment, moi, je pense que l'hypnose est une des meilleures choses, une des meilleures thérapies qui soit. Libérer la parole, faire de l'hypnose, aller voir la voilà la genèse d'une peur qui peut aussi être une phobie, hein. Ça peut se transformer en phobie, une peur, hein. Mais ça peut aussi foutre une vie en l'air. Ça peut foutre des relations en l'air, une peur. Et c'est terrible. Il y a des gens qui ont la peur de parler, il y a des gens qui ont la peur de passer à l'acte, il y a des gens qui ont la peur de tout, de rien, d'être eux-mêmes, des gens qui ont la peur d'être libres, il y a des gens qui ont la peur d'être enfermés. Et les peurs sont tellement multiples. Et on se porte toujours vers ce côté négatif, jamais vers le côté positif, alors qu'on a tout le positif en nous aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que être un être humain, c'est pas être qu'une somme d'instincts pourris. C'est aussi être une somme de beaucoup d'amour aussi, et de beaucoup de capacité à pouvoir aider son prochain,
aider le vivant, quel que soit le vivant, quel que soit le vivant, pas juste l'être humain, tous les vivants. Donc on a ça en nous, c'est aller à la recherche de ça, se reconnecter à cette source, se reconnecter à notre être intérieur qui n'est fait que d'amour inconditionnel, que de lumière. Et dès qu'on connecte à ça, je peux te dire, Rémi, qu'on commence tout de suite à sentir la paix intérieure. Et on peut prendre un chemin beaucoup plus serein. Et du coup, comme par hasard, tout ce qui nous est pas utile, tout ce qui est faux, va nous abandonner au fur et à mesure. Tu as mentionné plusieurs fois que c'était, probablement, ou tu l'espères en tout cas, ta dernière vie. Qu'est-ce qui vient après? Alors, toujours les gens me disent: «Mais quelle prétention, comment est-ce qu'elle peut prétendre en étant ce qu'elle est, c'est-à-dire imparfaite, prétendre que c'est sa dernière vie? Il y a que les saints dont c'est la dernière vie». On me l'a sorti un nombre de fois incalculable, ça aussi. Alors, je répète aussi à chaque Moi, j'y fois ai pas ça. pensé. Bah, moi, je peux te dire que dans les vidéos et commentaires, on me l'a sorti, alors je préfère préciser que je ne suis convaincue de rien du tout, sauf que cela m'a été dit, je crois, pratiquement 6 fois par des personnes qui ne se connaissent pas, à des temps de ma vie, extrêmement distants. Et à chaque fois, on me l'a dit. À chaque fois, on m'a dit: «Ah là là, c'est incroyable, c'est votre dernière vie, vous êtes au courant?» ou «C'est votre dernière vie, il faut qu'elle soit au courant que c'est sa dernière vie» ou «Ah, c'est votre dernière vie, c'est ta dernière vie». Enfin bon, voilà. Donc quelqu'un qui est dans sa dernière vie, d'abord, moi, je vais te dire, le truc qui me frappe surtout, c'est que mon programme, qu'est-ce qu'il est chargé? C'est-à-dire, j'ai l'impression de faire tous les fonds de tiroir de mes autres vies, tous les fonds de tiroir de tout ce que j'ai dû merder dans mes autres vies. Donc plus du transgénérationnel que j'accepte de prendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais être comme un oignon. C'est-à-dire que je vais enlever toutes les strates qui ne servent à rien. Tu vois, plus ça va, plus j'avance, plus j'enlève des strates, des strates, des strates. Et on me pousse au maximum de ce qui est le plus difficile pour un être humain. C'est-à-dire, si je te mets dans cette situation qui est une situation d'angoisse, de peur, etc., comment tu vas réagir? Quel va être ton choix? Est-ce que ton choix, c'est de toujours te référer à ces expériences de mort imminente qui sont la manifestation de l'amour inconditionnel? Ou est-ce que tu vas tomber dans le travers de l'humanité pure, qui va être la peur, m'agripper à des trucs, du coup, marcher sur la tête des autres pour exister, pour survivre? Au contraire, tu vas lâcher prise, faire confiance et du coup, être bien, bien, bien aligné avec la lumière, avec la conscience, avec, ce qui fait vraiment la spiritualité. Tu vois, c'est hyper compliqué, mais c'est hyper important de réussir à récupérer la maîtrise et la connexion à la lumière, à la conscience. Et je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'on n'est pas tous appelés à avoir la même conscience et la même connexion, mais même un peu, alléluia mes frères, c'est super. C'est déjà énorme. On vous demande pas de devenir un saint qui lévite au-dessus du sol, on vous demande simplement de devenir plus conscient, plus gentil, et d'avoir conscience que vos actes ont systématiquement un impact qui vont générer dans le temps et dans les siècles à venir encore des expériences. C'est vraiment l'effet, le fameux effet papillon. C'est la réalité, c'est une réalité. Une des un des et j'ai essayé de nous y amener, mais j'ai pas encore tout à fait, réussi à avoir ce que je voulais de toi. Pardon. Et la question que je me pose, c'est quoi la finalité? Tu vois? Donc si je comprends bien, c'est on est des âmes qui s'incarnent, Mmh. et qui pour avoir une expérience qui est pas fun, pour faire des trucs qui sont pas fun. Si, Pourquoi est-ce qu'on c'est quoi la big picture? C'est quoi la le big picture. Bah, pourquoi est-ce qu'on est là? la big picture, c'est bon. Déjà, j'avais pas répondu à ta question avant, alors donc je te réponds rapide. Donc, qu'est-ce que je fais après, une fois que j'ai fait toutes mes vies? Il s'avère qu'a priori, je retourne de l'autre côté et dans une strate qui sera équivalente à ma conscience d'âme, d'être, je vais accueillir les âmes qui sont en état de choc. C'est-à-dire que des fois, quand on sort de vies très très violentes et très difficiles, notre âme, elle a beaucoup de mal à se défaire de la personnalité qu'on a incarnée et elle a beaucoup de mal à se reconnecter à la lumière. Et il s'avère que sensiblement, c'est une de mes spécialités. Donc, je vais aider toute une équipe d'âmes que je connais bien et je vais aller, ce qu'on appelle un peu aux urgences. Voilà, moi je serai à l'accueil d'urgence. Voilà. La big picture de tout Donc il y a tout ça, un tas d'expériences en fait ouais, sur tous les autres plans. ouais, C'est pas, notre plan, on a des expériences et puis au-dessus, c'est on non, est de la lumière et on fait pas grand-chose toute la journée. non, En fait, il non, y a plein d'expériences à tous les non, il y a niveaux plein de différents. niveaux. Il y a encore plein de niveaux avant d'atteindre la grande matrice, enfin le grand tout, comme tu veux, et de te refondre. Si tu veux, je parle en strates, mais en fait c'est tout un. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le grand tout, il est en toute chose. On me l'a fait expérimenter dans un rêve où j'arrêtais pas de dire c'est quoi Dieu, c'est quoi Dieu, et on me l'a fait expérimenter. C'est-à-dire qu'on m'a fait rentrer dans un gigantesque soleil qui, je ressentais que ce soleil avait un amour inconditionnel extraordinaire et contenait tous les savoirs, mais tous les savoirs de tous les savoirs de tous les savoirs. Il n'y avait pas de limite. Et à un moment, je suis rentrée en tant que petite cellule, petite vanina, flottant au milieu de ce soleil, et on m'a fait exploser en des milliards de cellules qui se sont fondues dans le grand soleil, donc dans le grand tout.
Et je me suis rendu compte que j'avais la conscience de moi et qu'en même temps, j'avais la conscience du grand tout. Donc, j'étais fondue en toute chose, dans le grand tout. Et ça, c'est un truc, si tu expérimentes ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que cette chose, ce grand tout, s'expérimente lui-même, elle-même. Elle n'a pas de sexe, elle n'est pas lui, elle n'est pas elle. C'est pas Dieu avec la grande barbe qui est là avec une trique et qui va nous frapper. Aucun rapport. Au contraire, c'est quelque chose qui, au contraire, expérimente, a énormément d'amour pour nous. C'est ça surtout que je ressentis. Et que nous, quand on est déconnecté de ce grand tout, eh bien, on devient un peu comme des enfants perdus. Donc l'idée, c'est de plus en plus nous reconnecter à ce grand tout pour nous retrouver nous-mêmes, mais ramener de l'expérience, augmenter le taux d'expérience de cet être, de cette chose qui a besoin de s'expérimenter pour augmenter encore le taux vibratoire et générer de la vie et générer de l'expérience. OK, donc ça rejoint en fait la question de finalité justement de pourquoi est-ce qu'on est là à vivre ces expériences? C'est justement pour vivre des expériences positives, négatives, dans tous Oui, les cas, c'est des expériences qui viennent exactement. compléter ce grand tout. Exactement, exactement. Et à la fin, à l'arrivée, tu n'as c'est que de l'amour, hein, il y a que ça. C'est nous ici, tu sais, c'est très dur de s'incarner sur la terre. Être incarné sur une existence de terre, il y a j'ai découvert dans les guidances, c'est bien parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que, tu vois, c'est pour ça que je te dis, on n'est jamais arrivé, on sait jamais tout. Mais il s'est avéré que j'ai canalisé des êtres, des gens, donc des gens, dont j'ai canalisé des vies sur d'autres planètes, sous d'autres formes, pas des formes seulement humaines et physiques. Ils avaient d'autres formes, du coup énergétique, pas seulement corporelle. Des fois, ils n'étaient que de l'énergie ou qu'une forme éthérique. Et ils avaient une conscience extrêmement haute et extrêmement, comment dirais-je, pleine d'amour. Nous, à côté, on a l'air d'être des espèces d'affreux. Alors, je vais pas dire néandertaliens parce qu'on va encore me taper sur les doigts en disant mais les néandertaliens étaient très intelligents. Bon, enfin bref, un homme préhistorique de base, voilà, comme ça sera plus court. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que nous, on part de quelque chose qui est très instinctif, très animal. On fait partie du règne animal, hein, on n'est pas supérieur au règne animal, on a des réflexes d'animaux. Et donc, de cette animalité, on doit retourner vers quelque chose qui est extrêmement subtil, léger, céleste, en fait. C'est-à-dire, c'est passer de l'état d'animal à l'état presque d'ange. Si je peux faire une parabole très grossière pour que les gens comprennent. Mmh. Écoute, merci, Vavina pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. On a abordé énormément de sujets, c'est assez rare dans les épisodes où on a et l'occasion d'aller, très vaste, mais aussi d'aller très profond. J'ai l'impression qu'on a pu, couvrir les 2, ce qui est hyper intéressant pour moi en tout cas. J'ai 3 petites questions que je pose toujours à mes invités sur la fin d'une interview. La première, c'est qu'est-ce que vivre une vie épanouie signifie pour toi? Une vie qui est en accord avec ce qu'on ressent profondément en soi, et une vie où on a l'impression qu'on a servi à quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Et si tu avais un conseil à donner à la Vavina de 20 ans, lequel serait-il? Donner un conseil à la Vanina de 20 ans, ce serait lui dire fais confiance aux expériences de mort imminente parce que ça va être ton guide, ça va être ton garde-fou. Et puis arme-toi de courage parce que ça va être dur, mais ça va être aussi un voyage et des expériences parfois tellement hors du commun que tu sais pas ce qui t'attend. C'est extraordinaire. Tu es tellement plus que ce que tu ne crois. Super. Et enfin, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, tout ce que tu as partagé jusqu'à maintenant et pourraient éventuellement rentrer en contact avec toi s'ils le souhaitent? Alors, tout le monde me dit depuis des années qu'il faut que j'écrive un bouquin sur ma vie, sur les expériences que j'ai faites et qu'est-ce que j'en ai tiré, surtout comme enseignement et comment du coup je vis la vie, parce que c'est un mode d'emploi perpétuel, hein, c'est une caisse à outils les expériences de mort imminente en fait, hein, qui n'en finissent pas de m'apprendre et de me faire apprendre surtout. Voilà. Concernant, j'ai beaucoup témoigné, donc on trouve beaucoup de mes témoignages sur Internet, énormément, et sur des thèmes différents en plus. Donc, je pense que j'ai donné bien ma part déjà, on va dire, de partage. Il paraît qu'il faudrait que je fasse plus, Je suis mais d'accord. ça va bien. Pour le moment, c'est bon comme ça. Je suis d'accord. Et effectivement, vous pouvez, pour les gens dans l'audience qui aimeraient en apprendre plus, vous pouvez juste taper son nom sur YouTube, il y a plein d'interviews hyper intéressantes. Vanina, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui et tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Merci à toi, Rémi. Merci de nous permettre d'échanger et d'avoir cette qualité d'échange, parce que c'est vraiment très précieux, c'est très précis, et j'apprécie infiniment l'échange que nous avons eu là. Et merci infiniment pour ce que tu fais. Merci. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Pour continuer l'aventure, ça se passe juste ici. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça aide vraiment.